Nous allons commencer une nouvelle section. On va voir comment dériver numériquement une fonction. Alors tu vas me dire, bah, dériver numériquement une fonction, c'est facile Vincent. Pourquoi est-ce qu'on fait ça seulement maintenant? Ben oui, ça a l'air facile. Regarde, la dérivée, fondamentalement, elle est définie comme la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur h. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver une approximation numérique de la dérivée? Ben, on prend un petit h et on calcule u de x plus un petit h moins u de x qu'on divise par le petit h. Ça a l'air extrêmement simple. Et on peut même montrer que plus le h il est petit, plus le résultat il va être précis. Et on voit tout de suite qu'on peut avoir la valeur exacte qui est d, la valeur dh qui est l'approximation numérique. On calcule l'erreur comme étant d moins dh. Et donc vous voyez que calculer une dérivée de manière numérique, c'est extrêmement simple. On peut le faire de manière centrée ou décentrée, c'est pas très compliqué. Mais quand on veut faire ce calcul avec un ordinateur, on remarque que ça se passe mal. On dit qu'il y a des erreurs d'arrondi et on a découvert le concept de stabilité numérique, de stabilité du calcul fait sur ton ordinateur. Ah oui? Qu'est-ce que c'est ça, le calcul sur un ordinateur? Ben oui, on va faire une petite expérience. Hein, tu fais une petite expérience, mais pas avec MATLAB. Tu le fais, parce que maintenant on le fait avec Python, pilou, avec Python. Voilà. Mais le résultat est exactement le même. Que tu dises MATLAB, Python, le C++, Java ou quoi que tu veux, ça donne toujours la même chose. Regarde bien, je prends un h de plus en plus petit et je calcule la dérivée de l'exponentielle de a. Donc le résultat, c'est l'exponentielle de a. Ah ouais, c'est facile. Et donc, regarde bien, plus le h diminue, d'abord la précision va être de plus en plus grande. Et puis à un moment donné, quand le h il est vraiment très petit, le résultat qu'on va obtenir c'est 0, alors qu'on devrait obtenir E. Et donc, on voit que fondamentalement, l'ordinateur ne fonctionne pas bien. Il calcule pas bien. Il ne fait pas un calcul exact. On appelle ça une catastrophe numérique. Alors, que va-t-on faire? Les erreurs d'arrondi, c'est quoi? Mais je vais faire un exemple extrêmement simple. J'ai pris Tony et regarde bien, je fais le calcul suivant. Pilou, tu peux le faire chez toi. Je fais 10 exposant 4 plus A moins 10 exposant 4. Et j'obtiens 1. Puis je fais un truc rigolo, je prends 10 exposant 16 plus A et je lui retire 10 exposant 16. Et tu peux faire l'expérience. L'ordinateur se trompe. Il me répond 0. Alors tu vois tout de suite, tu as acheté ton ordinateur, hein, le dernier ordinateur, hein, tu sais, le Mac M1 que tu as payé la peau des fesses, etc. Tu dis, ah non, non, ça y est, je suis tombé sur un mauvais modèle, un modèle buggé. C'est bien ma chance. Ouais, c'est toujours. Hein, et le monsieur, il m'a dit avant qu'on gagnait jamais au loto. Hein, mais moi, je perds tout le temps. J'ai acheté mon ordinateur, il ne marche pas. Alors tu arrives tout de suite au magasin. Écoutez, monsieur, j'ai acheté mon ordinateur. Je lui ai demandé un bête calcul 10 exposant 16 plus 1 moins 10 exposant 16. Et il me dit 0. Alors que je vois bien, moi, que ça fait 1. Hein, et je l'essaie plusieurs fois. Et il se trompe de manière répétée. Alors j'ai même été voir chez mon voisin. Et mon voisin, ça se trompe aussi. Ah oui, chez toi aussi, ça se trompe. Ah ouais, ça se trompe sur tous les ordinateurs. Tous les ordinateurs, tu fais 10 exposant 16 plus 1 moins 10 exposant 16. Ça va. Et même si tu es un chinois, ouais, 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 ouais. Et un japonais, ouais, 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 ouais. Et un nord-coréen, ouais, 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 ouais. Ah, c'est embêtant ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh oui, c'est le problème des ordinateurs. Eh oui, parce qu'un ordinateur, tu représentes un nombre dans la mémoire.
et tu le représentes avec une grandeur finie. Quand tu dois représenter un réel, c'est un réel avec une infinité de nombres, de chiffres derrière la virgule, ben, tu dois bien te limiter. Et donc, par exemple, vous voyez, j'ai fait un calcul avec un calculateur, un ordinateur imaginaire, où je suppose que j'ai 1.348. Donc, pour représenter un nombre réel, j'ai droit à 4 chiffres, plus 9,999. Et le résultat, tu vois tout de suite, c'est 11.347. Mais comme l'ordinateur n'a le droit de représenter un nombre réel qu'avec 4 chiffres, ben, il est obligé de faire un arrondi. Et donc le 11.347, il va le représenter par 11.35. Hein? C'est ce qu'on appelle les erreurs d'arrondi. Alors vous voyez, on va calculer ce qu'on appelle le nombre de chiffres significatifs d'une représentation sur l'ordinateur. J'ai x, le nombre réel exact. J'ai x chapeau, x tilde, le nombre qui est dans l'ordinateur. Et je fais la différence entre les deux. Alors regarde bien. Hein, ici, c'est ce que j'ai fait là. J'ai mis des valeurs et de x. Et j'ai dit que x était par exemple 1.00001. Et je dis que ce qui est représenté dans l'ordinateur, c'est 0,99999. Et pour avoir le nombre de chiffres significatifs, je fais ma petite formule x moins x chapeau sur x. Et je vois que je peux dire ici que j'ai 5 chiffres significatifs parce que l'erreur est inférieure à 1 exposant 10 moins 5. Et pourtant, si tu regardes bien, quand je regarde lexicographiquement, tous les chiffres sont différents. Alors ici, tu vas me dire, oui, mais ici, regarde, là, il y a plein de zéros identiques. Oui, mais quand je calcule le nombre de chiffres significatifs, tu vois qu'en fait, il n'y en a aucun et que D vaut 0. Alors, comment est-ce qu'on représente intelligemment un nombre réel sur un ordinateur? Eh bien, il y a des gens qui ont réfléchi et la manière astucieuse de représenter un nombre réel dans un espace mémoire limité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la notation scientifique. Donc, on va écrire tous les nombres réels avec des zéros, points, une mantis qui ne contient pas de zéro, et puis multiplier 10 par un certain exposant. Et ça, c'est la manière la plus efficace de représenter un nombre réel. Hein, parce que fondamentalement, tu vois ici, mettre plein de zéros là, tu vois, mettre plein de zéros là, c'est pas utile. Et ici, mettre plein de zéros là, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de le représenter. Alors évidemment, l'ordinateur, il ne représente pas ça avec des chiffres, il va l'écrire sous un format binaire, mais c'est ça le principe de l'arithmétique en virgule flottante. On bouge la virgule en utilisant la notation scientifique pour représenter un nombre réel de la manière la plus efficace possible sur ce stupide ordinateur. Et donc, en ayant ainsi représenté les nombres de la manière la plus intelligente, on va voir comment ça se passe. Alors, il y a des conventions pour représenter les nombres sur un ordinateur. Et ces conventions, tous les ordinateurs utilisent les mêmes. Que vous soyez sous Linux, sous macOS, sous Windows, tous les ordinateurs font la même arithmétique en virgule flottante. C'est des normes. C'est figé dans le béton. Ou plus exactement, c'est une norme IEEE. IEEE, c'est Electricity. Electricity, tu penses, Claude? Des gens sérieux comme ça, voyez-vous? Et donc, tous les ordinateurs font des erreurs. Mais ce qui est bien, c'est que tous les ordinateurs font les erreurs de la même manière. Ils se plantent tous exactement de la même manière. Alors, c'est bien, parce que si tu es en MATLAB, si tu es en Python, si tu es en C, tu es en Java, le calcul en simple précision ou en double précision se fait toujours de la même manière. Et donc, ça dépend. Par exemple, si on est en double précision, ça veut dire qu'on a 64 bits pour représenter un nombre réel. Tu vois que la mantis va être consacrée à 52 plus 1 bit. L'exposant aura 11 bits.
on peut représenter en double précision un nombre, le plus petit nombre, c'est 10 exposant moins 308. Le plus grand nombre, c'est 10 exposant 308. Et l'arrondi à l'unité, c'est le chiffre auquel on ajoute à l'unité et qu'on ne voit pas la différence, tu sais. C'est 2 exposant moins 53. Approximativement 10 exposant moins 16. Tu te souviens de l'exemple que je t'ai dit? Je t'ai dit que quand je faisais 1, pilou, 1 plus 10 exposant moins 16, et que je fais ce calcul, l'ordinateur va me dire que la réponse est 1. Exactement. Et donc, si je fais 1 plus 10 exposant moins 16 moins 1, pour l'ordinateur, ça vaut 0. Il ne voit pas le 10 exposant moins 16. Ok? Alors, il est important de bien comprendre qu'en virgule flottante, les nombres représentables, donc tous les nombres discrets que l'ordinateur peut représenter dans sa mémoire, ne sont pas répartis de manière uniforme. Près de l'unité, il y a énormément de nombres qu'on peut représenter. Et plus on va dans les grands nombres, et plus on va dans les petits nombres, moins il y en a. Vous voyez là sur le dessin, j'ai représenté par les petites barres rouges un exemple où j'ai une mantisse de 3 bits et un exposant compris entre moins 1 et 3. Il n'y a pas des masses de nombres. Et tu vois que tu as beaucoup de nombres dans cette zone-ci. Et qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Ok, il faut revenir ça. Donc tu sais qu'il y a un endroit où l'ordinateur se plante moins quand tu es près entre 0 et 1. C'est l'endroit où l'ordinateur sait bien calculer. Alors, quelques petites instructions pour découvrir notre langage Python bien-aimé. Tu peux demander le plus petit arrondi, et si tu demandes, tu vois, en faisant npf info de float de EPS, il va te donner ce qu'on appelle l'epsilon machine, et il va te dire que c'est 2 exposant moins 16. Tu peux demander le plus petit nombre que tu peux représenter, et le plus grand nombre que tu peux représenter. Et tu vois que le plus petit nombre, c'est moins 1 exposant 308. Le plus grand nombre, c'est exposant 308. Et le plus petit nombre, c'est exposant moins 308. Et ça permet de connaître les caractéristiques de ton ordinateur. Et sur tous les ordinateurs qui font des calculs en virgule flottante, tout le monde, à de très rares exceptions près, même les Nord-Coréens, respectent les normes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que tu imagines, si tous les ordinateurs faisaient des erreurs d'arrondi différents, donc tu ferais ton programme sur Windows, tu obtiendrais un résultat, tu le ferais sur Mac, tu n'aurais pas exactement la même chose. Tu imagines l'horreur pour tester vos codes que vous soumettez comme devoir à Python. Ça marche sur mon ordinateur, puis tu soumets au serveur, ça ne donne pas la même réponse. Non. Tous les ordinateurs font des erreurs, mais tous les ordinateurs font les mêmes erreurs. Oh. Ok. Alors, regardez bien. J'ai calculé la différence entre le plus grand et celui qui est juste avant le plus grand. Tu vois, la différence entre le plus grand et le plus petit. Et tu vois que la différence entre le plus grand et celui qui est juste avant le plus grand, c'est 10 exposant 292. Alors, le plus grand, il est 10 exposant 308. Et la différence entre les 10 exposant 292, ça fait un trou, hein. 10 exposant 292. Ah, intéressant, hein. Donc, tu vois, aller dans les très grands chiffres, là, et parfois avec les constantes physiques, avec des valeurs complètement délirantes. Ton ordinateur n'aime pas ça. Hein. Non, il n'aime pas ça. Les gros chiffres, il n'aime pas ça. Un gros chiffre, oh non, moi je veux les gros chiffres. Non, pas les gros chiffres, moi j'aime pas ça. Non, les chiffres, je ne fais pas ça. Ok. Alors, le problème, c'est que l'ordinateur fait des calculs. Il y a un truc qu'il n'aime pas faire un ordinateur, c'est un moins. Ah oui, regarde bien, j'ai pris un exemple. J'ai pris une représentation avec 12 chiffres exacts dans la sortie. J'ai pris une valeur de x et j'ai pris une valeur de x dans l'ordinateur. Et puis j'ai une valeur de y et puis j'ai pris une valeur de y dans l'ordinateur. Et j'ai fait le moins. Et regarde bien, j'avais 12 chiffres significatifs pour les donner. Et après avoir fait le moins, je n'ai plus qu'un chiffre significatif après les données. Eh oui, parce que si je fais une soustraction entre deux chiffres, deux nombres très proches, l'ordinateur,
il perd beaucoup de précision. Et donc, il y a une chose que l'ordinateur ne sait pas bien faire, c'est faire des moins. Or, tu te souviens, pour faire des dérivés, on faisait des moins entre deux nombres très proches. Eh bien ça, l'ordinateur, il ne sait pas faire. Alors, parfois, de temps en temps, il faudra réorganiser les calculs pour éviter de faire des moins. Ouais. Alors, regarde les horreurs de notre ordinateur. Regarde les facéties du calcul en virgule photon. J'ai dit ici, tant que A plus B est différent de A, je dis que B est égal à B divisé par 2. Donc, entre guillemets, je suis en A plus B, je vais vers A et je fais à chaque instant la moitié de la distance qui me sépare de A. Ben, normalement, je ne devrais jamais atteindre A. Eh bien, si vous faites ce code, il va s'arrêter. Et tu regardes bien, il s'arrête quand B est l'epsilon machine. Et donc, j'ai écrit un programme qui, théoriquement, ne devrait jamais s'arrêter. Et il s'arrête. Ah, c'est bizarre. Donc, tu commences à voir que l'ordinateur, ce qui se passe sur ton ordinateur, ce n'est pas ce qui devrait se passer dans la vie théorique. Tu découvres qu'il y a les mathématiques, il y a les méthodes numériques, et puis il y a maintenant cette chose bizarre appelée ordinateur qui ne fait pas les calculs comme on devrait le faire. Oh, mais c'est embêtant ça. Regarde un autre exemple. Tu as vu à l'école primaire que quand tu faisais A plus B plus C, tu pouvais d'abord faire B plus C, puis tu additionnais A, ou d'abord faire A plus B, puis additionner C. C'est ce qu'on appelle l'associativité et la distributivité. Tu as étudié ça à l'école, c'est la première chose qu'on a fait. Hein. Quand tu fais, tu te souviens, hein? On t'a fait ça avec la dame hein, qui t'a expliqué, quand tu fais 4 plus 2, tu fais d'abord ces deux-là, ça te fait 6, plus 6, ça fait 12. Et puis après, tu peux faire aussi 4 plus 2 plus 6, ça fait 8, et 8 plus 4, ça fait 12. Hein? Tu te souviens ça? Tu te souviens de ton institutrice maternelle? Tu te dis oui, tu peux d'abord calculer. Et alors, quand tu fais le calcul mental, tu as 4 et 6, tu mets 4 et 6 ensemble, ça fait 10. Eh bien, regarde. Si je fais prime de A plus B plus C, entre parenthèses, ça me donne 1.0 exposant 308. Et quand je fais A plus B plus C, ça me donne un nombre infini. Oui, parce que quand le nombre est trop grand, Python dit « Ah, ça c'est trop grand, c'est l'infini. » Oui, tu vas me dire « Mais l'infini et 10 exposant 308, c'est pas la même chose. » Ah non, c'est pas la même chose. Et donc, tu vois, en fonction de l'ordre des opérations, le résultat est différent. Ouais, c'est embêtant ça. Et c'est vrai aussi quand je fais 4 plus 2 plus C. Non, tu notes quand même qu'ici, j'ai été chercher des valeurs un peu extrêmes. Hein. J'ai été aux endroits, tu sais, à la limite où l'ordinateur s'est encore un tout petit peu calculé. Hein. Je l'ai un peu tiré à son extrême. Hein. Mais quand même, les lois fondamentales de la mathématique ne sont pas satisfaites par cette cochonnerie appelée ordinateur. Bah alors, j'ai fait un plot. Hein, parce qu'on aime bien les plots. Alors regardez bien, j'ai pris un certain nombre de coefficients et j'ai évalué, hein, donc vous avez un polynôme avec un certain nombre de coefficients. Alors si je me souviens bien, c'est le polynôme suivant. Hein, je crois qu'on commence par le plus grand exposant, donc c'est x exposant 7, moins 7x exposant 6, plus 21x exposant 5, moins 35x exposant 4, plus 35x exposant 4, moins 21x. Vincent, concentre-toi un peu, hein? X exposant 3, moins 21x exposant 7, plus 7x, plus A. Donc ça, c'est mon P de x. Et j'imprime, je dessine le graphe de ce polynôme, et regarde, je vois ce graphe, et je me dis, oh, c'est un beau graphe, hein. Tu vois, quand on tend vers l'infini. Et je fais un zoom dans la boîte rouge. Et voilà, j'ai fait un zoom, et puis j'ai fait un zoom du zoom. Hein, là. Et regarde bien ce que je vois sur le zoom, un truc comme ça, complètement chaotique.
Et alors, j'ai parfois montré une fois ce dessin à un de mes collègues physiciens, tu sais, la physique quantique et tout ça. Il me dit, oh là là, ton modèle, il est vachement intéressant. Parce qu'en fait, tu captures même le caractère discontinu de la matière, tu sais, les atomes et tout ça. Hein, on vient à une échelle de plus en plus petite et tu vois. Les atomes. Non, non, on voit pas les atomes, hein. On voit du n'importe quoi. Le graphe que je suis en train de dessiner, c'est pas la fonction, c'est n'importe quoi. Hein? N'importe quoi? Oui, oui, n'importe quoi. Ça ne correspond absolument pas à mon polynôme. Parce que mon polynôme, hein, il faut vérifier, mon polynôme, c'est ça. Et près de 1, c'est plat. Il n'y a pas des trucs comme ça qui apparaissent. Non, non, c'est plat. D'ailleurs, si j'écris un peu différemment le polynôme, que je l'écris, vous voyez, sous la bonne forme, x moins 1 à puissance 7, même quand je fais le zoom à mort, tu vois, 10 exposant moins 26, il me fait la bonne courbe. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ben parce que quand j'écris la solution explicite du polynôme, je fais des moins entre des termes qui se ressemblent. Il y a des termes positifs et des termes négatifs qui doivent se canceller entre eux pour obtenir 0. Et ça, notre ordinateur ne sait pas bien faire du tout. Ça ne marche pas bien. Tandis que quand je l'écris sous la forme finale, ici, quand je l'écris sous la forme x moins 1 à la puissance 7, eh bien, à ce moment-là, entre x qui est tout petit et 1, le moins fonctionne parfaitement bien, quel que soit, même si le x il est tout petit, c'est 0 et 1. Et ça, on sait faire. Notre ordinateur ne se plante pas. Et donc, j'obtiendrai le bon graphe. Ah, par exemple, quand tu veux évaluer intelligemment un polynôme sur ton ordinateur, il ne faut pas le calculer en mettant tous les termes explicites. Il faut utiliser quelque chose qu'on appelle la règle de Horner. Ouais, ça tu regardes sur Wikipédia à la fin d'avoir écouté le podcast. On ne va pas raconter tous des détails comme ça. Ah, tu vas dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un ordinateur pareil? On est foutu. Non. Tu as un ordinateur, un fifrelin taquin. On va le dresser, cet animal. Attention, la solution au prochain épisode. Be ready. The story will go.